Vous n'allez pas croire comment une rencontre improbable entre un homme oublié par la chance et un petit chien à la laisse coûteuse a pu déclencher un rebondissement digne d'un film, prouvant que les vrais héros ne portent souvent pas de cape, mais plutôt un poil doré et un regard plein de loyauté. Préparez-vous à une histoire qui va vous réchauffer le cœur. Et si elle vous touche, n'oubliez pas d'aimer, de commenter votre partie préférée et de vous abonner pour plus de récits émouvants comme celui-ci. Serait-il possible que le destin tisse ses fils les plus complexes dans les décors les plus improbables, unissant des âmes qui, à première vue, n'auraient rien en commun? Par un après-midi froid d'automne, le son métallique d'une pièce solitaire tombant dans une boîte vide résonna dans la rue bordée d'arbres d'un quartier chic de Paris, avant d'être avalé par le bruit lointain du trafic. L'écho sembla planer dans l'air, chargé d'une mélancolie que seuls ceux qui connaissent l'indifférence des grandes villes pouvaient ressentir. C'est là, adossé au mur d'une belle demeure recouverte de lierre grimpant, que Mathieu, un homme de 38 ans dont les yeux gardèrent la sagesse amère de la rue, passait ses journées. Résilient par nature, observateur par nécessité, et avec une bonté obstinément gardée sous des couches de désillusion, son conflit interne résidait dans la lutte quotidienne pour ne pas succomber au cynisme total, un reste d'espoir qui refusait obstinément de s'éteindre. La ville, avec ses gratte-ciel qui éraflèrent le ciel comme les griffes d'une bête indifférente, semblait un océan de béton et de verre, et Mathieu, un naufragé à la dérive sur un petit radeau de foi. Dans les 2 premiers mois de cette année-là, la vie de Mathieu suivait un rythme lent, presque glacial. Le froid de janvier et février semblait pénétrer non seulement ses os, mais aussi l'âme de la ville, rendant les gens encore plus pressés et distants. Il avait trouvé ce point stratégique quelques semaines auparavant, un lieu de passage, d'habitants aisés, et avec eux leurs chiens de race qui défilaient comme de petits princes dans leurs laisses étincelantes. C'était un tronçon du trottoir où le soleil du matin frappait pendant quelques heures, offrant une chaleur fugace mais bienvenue, et où le flux de passants était constant, mais pas accablant. Parmi eux se distinguait Béatrice Dubois, une femme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtue, dotée d'une altieresse qui semblait taillée dans le marbre. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, encadraient un visage dont les rides d'expression racontaient des histoires, d'exigence et de peu d'indulgence. Son compagnon quotidien était Caramel, un chien croisé de taille moyenne, aux poils dorés et au regard incroyablement expressif, qu'elle avait adopté dans un rare moment d'impulsion charitable, ou peut-être pour composer l'image de bienfaitrice qu'elle cultivait dans son cercle social. Caramel, malgré tous les gâteries et la laisse de marque qu'il arborait, semblait plus intéressé par les odeurs du monde sur le trottoir, par les fourmis qui marchaient en armée minuscule, et par les pigeons qui s'aventuraient à la recherche de miettes, que par les commandes sèches et impatientes de Béatrice. Mathieu observait le duo quotidiennement. Il n'y avait pas d'interaction directe, juste l'échange silencieux de regards. Il remarquait comment le regard de Caramel s'attardait parfois sur lui, une curiosité canine qui transcendait les barrières sociales, une sorte de reconnaissance tacite entre deux êtres qui, de formes différentes, sentaient le poids de la solitude. Une fois, une rafale de vent plus audacieuse, de celle qui annonce l'arrivée de l'automne avec plus de vigueur, emporta un des rares billets que Mathieu avait réussi à obtenir ce jour-là. La coupure, légère et fragile, dansa dans l'air comme une feuille morte, menaçant de disparaître dans la bouche d'égout proche. Avant qu'il ne puisse réagir, avec ses mouvements déjà un peu raidis par le froid et le manque de nourriture adéquate, Caramel, dans un élan d'énergie qui surprit même Béatrice, se détacha brièvement de sa laisse lâche et courut, agile, saisissant le billet avec une délicatesse surprenante, et le déposa aux pieds de Mathieu, remuant la queue avec une joie contagieuse. Béatrice, plus embarrassée par la désobéissance, soudaine du chien que reconnaissante pour l'acte, tira sèchement sur la laisse et murmura des excuses formelles, sans même regarder Mathieu. Mais l'homme vit. Il vit l'intelligence dans les yeux du chien, la gentillesse dans le geste. Et Caramel, avant d'être entraîné, lança à Mathieu un regard qui semblait dire « On est ensemble là-dedans ». Ce petit incident fut comme une graine de lumière plantée sur le terrain aride du cœur de Mathieu.
Mars arriva apportant avec lui les premières pluies d'automne, qui lavaient les rues et laissaient dans l'air une odeur de terre humide et de renouveau. Mathieu, percevant que Caramel semblait souvent assoiffé après les promenades pressées avec Béatrice, qui s'arrêtait rarement pour lui offrir de l'eau, commença à laisser une petite gamelle en plastique, trouvée à la poubelle et soigneusement lavée, avec de l'eau fraîche près de son poing. Il faisait cela discrètement, avant l'heure habituelle du passage du duo, et la retirait ensuite. Béatrice ne le remarqua jamais, ou si elle le remarqua, elle n'y prêta pas attention. Mais Caramel savait. Il s'arrêtait toujours là, buvait, avidement, et ses yeux rencontraient ceux de Mathieu avec une gratitude qui se passait de mots. Ce petit rituel, invisible pour le monde, renforçait le lien entre l'homme et le chien. Mathieu se souvint des histoires que son grand-père, un vieux fermier de la campagne, racontait sur l'hospitalité dans les régions reculées, où un verre d'eau fraîche offert à un voyageur était un geste sacré, un code d'honneur. Là, dans la jungle de béton, il pratiquait sa propre version de cette ancienne coutume. Béatrice, quant à elle, commença à noter un changement subtil dans le comportement de Caramel. Il semblait plus calme pendant les promenades, moins anxieux. Elle attribua cela à la maturité de l'animal, ou peut-être à l'effet des chères friandises bio qu'elle avait achetées récemment. Elle était loin de se douter que la sérénité de Caramel venait de la certitude de l'eau fraîche et du regard ami qui l'attendait quotidiennement. L'espoir de Mathieu, autrefois une braise presque éteinte, scintillait maintenant avec un peu plus de vigueur, comme une mauvaise herbe tenace qui insiste pour pousser dans les fissures du béton. Avril apporta avec lui un froid plus intense. Les nuits étaient particulièrement difficiles pour Mathieu. Par une de ces aubes glaciales, quand le vent coupant sifflait à travers les fissures des bâtiments comme un loup affamé, Mathieu vit Béatrice sortir pressée pour un rendez-vous, nocturne, laissant Caramel dans le jardin de devant de la belle demeure, tremblant visiblement. L'abri du chien était élégant, mais mal positionné contre le vent. Mu par une impulsion qui surpassait sa peur d'être mal interprété ou expulsé, Mathieu, après que Béatrice se fut éloignée, s'approcha du portail et, avec soin, passa un grand morceau de carton qu'il utilisait pour se protéger de la rosée entre les barreaux, le poussant près de la niche de Caramel. Le chien, initialement méfiant, comprit vite l'intention et se blottit avec gratitude contre la protection improvisée. Mathieu sentit une chaleur étrange dans la poitrine, une sensation presque oubliée d'avoir fait quelque chose de bien, quelque chose de juste. Cependant, ce lien croissant ne passa pas totalement inaperçu. Un voisin âgé et un peu grincheux de Béatrice, qui avait l'habitude d'observer la rue depuis sa fenêtre, mal interpréta l'approche de Mathieu et le soin qu'il portait au chien. Un certain jour, il aborda Béatrice, l'alertant sur le mendiant, qui rôdait et essayait d'attirer son chien. Béatrice, déjà prédisposée à voir le pire dans les intentions d'autrui et préoccupée par la sécurité de sa propriété, fut alarmée. Elle ne confronta pas Mathieu directement, mais son regard vers lui devint plus dur, plus méfiant, et elle passa à tenir la laisse de Caramel plus fermement, accélérant le pas en passant près de lui. Le cœur de Mathieu se serra. La petite lumière d'espoir sembla vaciller. L'obstacle de la méfiance sociale, si commun dans sa vie, se dressait à nouveau. Mai arriva, et avec lui, la fête des mères. Mathieu observait les familles passées, chargées de fleurs et de cadeaux, et une mélancolie particulière l'atteignait. Il n'avait pas de famille à appeler, ni de cadeaux à donner. C'est à cette période qu'il commença à noter un homme, étrange rôdant dans le quartier. Différent des habitants habituels, il ne se promenait pas avec des chiens, ne faisait pas de jogging. Il observait juste les maisons, surtout celle de Béatrice, avec une intensité qui mettait Mathieu mal, à l'aise. Ses instincts, affûtés par des années de vie dans la rue, criaient au danger. Il tenta subtilement d'alerter le gardien de rue, un homme sympathique appelé Didier, avec qui il échangeait quelques mots. Mais Didier, habitué aux fausses alertes, ne prêta pas grande attention. Ce doit être un nouveau prestataire de « Services, Mathieu. Restez tranquille », dit-il avec un sourire condescendant. Mais Mathieu ne restait pas tranquille. Cet homme avait le regard d'un prédateur évaluant sa proie. La tension augmenta quand, par un après-midi pluvieux, Caramel,
effrayé par un orage, s'échappa de la laisse de Béatrice et courut en direction de Mathieu, cherchant refuge sous le petit auvent improvisé qu'il avait réussi à installer. Béatrice, furieuse et trempée, cria sur le chien et, en le récupérant, lança à Mathieu un regard chargé d'accusation, comme s'il était coupable de la fugue de l'animal. « Restez, loin de mon chien !» siffla-t-elle avant de l'entraîner à la maison. Ce fut un coup dur. La connexion qu'il sentait avec Caramel semblait menacée par l'incompréhension et les préjugés. Ce jour-là, la boîte de Mathieu resta presque vide et la pluie semblait aussi tomber en lui. Il pensa à abandonner ce point, chercher un autre endroit. Mais l'image des yeux de Caramel, cherchant les siens avec une confiance canine inébranlable, le retenait là. C'était comme si le chien était la seule ancre qui le maintenait encore lié à un reste de foi en la bonté. Juin apporta les fêtes de juin, et avec elles, un air plus léger et festif pour certaines parties de la ville. Dans le quartier, cependant, la routine de surveillance de Mathieu s'intensifia. Il commença à faire de petites sculptures sur des morceaux de bois qu'il trouvait, une compétence oubliée de son enfance à la campagne, quand son grand-père lui avait appris à faire des jouets rustiques. C'étaient de petites figures d'animaux, principalement des petits chiens. Ce n'était pas pour vendre, mais pour passer le temps et garder les mains occupées, l'esprit alerte. De temps en temps, il laissait un petit chien en bois près de l'endroit où Caramel avait l'habitude de renifler, et le chien semblait le renifler avec intérêt avant que Béatrice ne le tirât. C'était sa forme de communication, un cadeau silencieux. Il se souvenait de comment, dans les histoires de son grand-père sur les temps anciens, l'échange d'objets artisanaux scellait des amitiés et démontrait du respect. Caramel, quant à lui, commença à présenter un comportement différent. Il aboyait avec insistance en direction du portail quand l'homme suspect passait dans la rue et grognait doucement, quelque chose que Béatrice interprétait comme un signe de plus, de désajustement de l'animal. Elle alla jusqu'à commenter avec une amie au téléphone, et Mathieu entendit par hasard qu'elle envisageait sérieusement de donner Caramel à un refuge, car il devenait trop problématique. L'estomac de Mathieu se glaça. L'idée que Caramel, son ami silencieux, soit emmené dans un endroit inconnu, peut-être hostile, était insoutenable. C'était un nouvel obstacle, un dilemme interne. Devait-il rompre son silence et tenter d'intervenir, risquant d'être humilié ou arrêté, ou devait-il assister passivement au destin de son ami scellé par l'ignorance de sa maîtresse? Cette pensée était comme une ombre qui planait sur l'espoir déjà fragile. L'hiver s'installa pour de bon en juillet. Les nuits étaient longues et froides. Mathieu, utilisant ses économies maigres, acheta une couverture un peu plus épaisse dans un magasin d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais cela faisait une différence. Il remarqua aussi que l'homme suspect semblait plus audacieux, s'approchant plus de la maison de Béatrice, étudiant les horaires, les entrées. Mathieu sentait un nœud dans la gorge. Il tenta de nouveau parler à Didier, le gardien, décrivant le comportement de l'homme avec plus de détails. Cette fois, Didier sembla un peu plus attentif, promettant de garder un œil. Mais Mathieu savait que la surveillance d'un seul gardien, responsable de plusieurs rues, était limitée. Une nuit, alors qu'il essayait de dormir, recroquevillé sous sa nouvelle couverture, Mathieu entendit un bruit étrange venant de la direction de la belle demeure de Béatrice. Ce n'était pas un bruit habituel de la ville. C'était un bruit métallique contenu comme celui d'outils. Son cœur s'emballa. Serait-ce l'homme suspect? Il se leva, les sens en alerte maximale. La rue était sombre et déserte. Le silence de l'aube n'était brisé que par le bruissement sec des feuilles emportées par le vent glacial et par l'écho lointain d'un aboiement solitaire. Cet aboiement, il le perçut, venait de la maison de Béatrice. C'était Caramel. Mais c'était un aboiement différent, étouffé, suivi d'un gémissement de douleur. Ce son fut comme un couteau dans sa poitrine. La première grande tension s'installa, une peur palpable qui le poussait à l'action. Mathieu n'hésita pas. La préoccupation avec Caramel et, par extension, avec Béatrice elle-même, qui malgré tout était la maîtresse de son ami, surpassa toute peur personnelle. Il courut vers la belle demeure. En s'approchant du portail latéral qui donnait sur un jardin moins entretenu, il vit ce qu'il craignait,
le portail était entrouvert et une ombre se déplaçait furtivement à l'intérieur de la propriété, près d'une fenêtre arrière. C'était l'homme suspect. Et il n'était pas seul. Il y en avait un autre, plus petit mais également menaçant. Mathieu sentit son sang se glacer. Que faire? Crier à l'aide pourrait alerter les intrus et mettre Béatrice, si elle était à la maison, en danger encore plus grand. Il devait agir avec astuce, comme un coyote rusé des plaines que son grand-père décrivait. Il se souvint d'un morceau de tuyau de fer qu'il avait vu plus tôt, abandonné près d'une benne à ordures. Pendant que Mathieu cherchait le tuyau, il entendit un grognement féroce, suivi d'aboiements, désespérés et du son de quelque chose tombant. Caramel. Le chien, malgré sa taille moyenne, affrontait les intrus. Mathieu saisit le tuyau, qui parut lourd et froid dans ses mains tremblantes, et courut vers le portail. La scène qu'il vit le laissa paralysé un instant. Un des hommes donnait des coups de pied à Caramel, qui gémissait, mais revenait mordre ses jambes. L'autre essayait de forcer la fenêtre. La lumière d'un lampadaire éclairait partiellement la scène, créant des ombres dansantes et grotesques. Cet instant, avec Caramel en danger imminent, fut le deuxième moment de haute tension. L'adrénaline inonda le corps de Mathieu. Sans réfléchir à deux fois, Mathieu fit irruption par le portail, brandissant le tuyau et criant de toute la force de ses poumons. « Police! Attrapez-les! Police !» Sa voix, amplifiée par le silence de la nuit et le désespoir, sembla plus puissante qu'il ne l'imaginait. Les deux hommes, surpris par l'apparition soudaine et par le cri, hésitèrent. Celui qui agressait Caramel se tourna vers Mathieu, les yeux brillants de colère et de surprise. Caramel, profitant de la distraction, mordit fortement le talon de l'autre intrus, qui poussa un cri de douleur et chancela. Mathieu avança, le tuyau devant lui comme une lance. Il n'était pas un combattant, mais l'image de Caramel blessé et l'injustice de la situation lui donnèrent un courage qu'il ignorait. Il se souvint d'un code d'honneur non écrit des rues, et plus encore, des histoires de son grand-père sur la défense de ce qui est juste, même quand les chances sont minces. La foi en faire ce qui est juste était son armure. La lutte fut rapide et chaotique. Le premier intrus tenta d'attraper Mathieu, mais il réussit à esquiver et à le frapper, au bras avec le tuyau. L'homme hurla de douleur, le second boitant essayait de fuir. À ce moment, les lumières de la maison de Béatrice s'allumèrent, et Béatrice elle-même apparut à la fenêtre de l'étage, le visage pâle de terreur. Les cris de Mathieu et les aboiements de Caramel la réveillèrent finalement. « Voleur! Appelez la police !» cria-t-elle, la voix tremblante. Le bruit et l'apparition de Béatrice furent suffisants. Les deux intrus, l'un blessé au bras et l'autre boitant, firent demi-tour et s'enfuirent dans la rue, disparaissant dans l'obscurité. Mathieu lâcha le tuyau, le corps tremblant, et courut vers Caramel, qui était tombé, haletant, avec une vilaine coupure sur le flanc. Il s'agenouilla, la voix étranglée. « Calme, mon vieux, calme, tu as été courageux, très courageux. » Béatrice descendit les escaliers en courant, téléphone à la main, parlant déjà à la police. En voyant Mathieu agenouillé à côté de Caramel, elle s'arrêta. Pendant un moment, l'ancienne méfiance sembla lutter contre la réalité de la scène devant elle. Mais les yeux de Mathieu, pleins d'une préoccupation sincère pour son chien, et l'état pitoyable de Caramel qui essayait de lécher la main de Mathieu, parlèrent plus fort. La police et une unité de secours animalier arrivèrent rapidement. Didier, le gardien, apparut également, le visage un mélange de culpabilité et d'admiration pour Mathieu. Pendant que les paramédics vétérinaires s'occupèrent de Caramel et que la police recueillait le témoignage de Béatrice, Mathieu resta à distance, observant. Il avait fait ce qu'il pouvait. Maintenant, c'était l'heure de disparaître, comme il le faisait toujours. Mais, quand il se tourna pour partir, la voix de Béatrice l'arrêta. « Attendez », dit-elle, s'approchant. Il y avait une émotion nouvelle. Dans sa voix, quelque chose que Mathieu n'avait jamais entendu auparavant. De la vulnérabilité. « Vous avez sauvé ma maison. Vous avez sauvé Caramel. Et moi. » Ses yeux, autrefois froids et distants, étaient maintenant humides. « J'ai été si injuste avec vous deux. » Elle regarda Caramel, qui était placé avec soin, dans l'ambulance vétérinaire, et ensuite vers Mathieu.
Il vous aime tant, je le voyais, mais je ne voulais pas comprendre. » Ce fut le moment où la muraille de marbre de Béatrice Dubois commença à s'effriter, révélant une humanité que Mathieu ne s'attendait pas à trouver. La lumière de l'espoir, qui tant de fois avait menacé de s'éteindre, brillait maintenant avec force dans la poitrine de Mathieu. Dans les jours qui suivirent, une transformation commença à s'opérer. Caramel se remit bien qu'il soit resté avec une cicatrice qui, pour Béatrice, était une médaille d'honneur. Elle insista pour que Mathieu l'accompagne lors des visites chez le vétérinaire. Pendant ces allers-retours, ils conversèrent. Mathieu, avec sa simplicité et sa sagesse de la rue, parla peu de lui, mais beaucoup de loyauté, d'observer le monde, de l'importance des petits gestes. Béatrice, quant à elle, commença à s'ouvrir. Parla de sa solitude depuis que son mari était décédé et que ses enfants avaient déménagé à l'étranger, de comment la rigidité avait été son armure contre un monde qu'elle voyait aussi comme hostile. Elle confessa qu'elle avait adopté Caramel plus pour l'image, mais que le petit chien, avec son entêtement et son affection inattendue, avait commencé à faire fondre son cœur de glace, un processus que l'intervention de Mathieu avait accéléré de façon dramatique. Elle découvrit que le voisin grincheux avait un historique d'invention d'histoire et de création d'intrigues dans la rue. Un secret de la communauté qui ne lui apparaissait que maintenant. Le dernier moment de tension se devint quand Béatrice offrit un emploi à Mathieu, s'occuper de Caramel et aider à l'entretien du jardin. Ce serait un changement drastique pour Mathieu. Quitter la rue, avoir un toit, un salaire, c'était presque trop beau pour être vrai. La peur de la déception, une vieille compagne, le hanta un instant. Était-ce réel? Durait-ce? Mais alors, il regarda Caramel qui remuait la queue à ses côtés, et vers Béatrice dont le sourire était maintenant sincère. Et la foi, cette graine tenace, fleurit dans sa poitrine. Il accepta. La plus grande transformation, cependant, ne fut pas seulement le changement de vie de Mathieu. Ce fut le changement chez Béatrice. Elle commença à s'impliquer dans des projets d'aide aux personnes sans abri, utilisant son influence et ses ressources pour faire la différence. Elle apprit de Mathieu sur la dignité qui existe même dans la plus grande adversité, sur la résilience de l'esprit humain. Elle comprit que la véritable charité n'était pas une impulsion pour soigner l'image, mais une connexion sincère avec l'autre. Mathieu, avec sa nouvelle routine, ne perdit pas son essence, restait observateur, mais maintenant sa sagesse était partagée. Il aida à créer un petit jardin communautaire dans le quartier, où les voisins, y compris le grincheux d'avant qui s'excusa abondamment, échangeaient des plans et des histoires, rescapant un peu de cet esprit de coopération que son grand-père chérissait tant. Les rituels d'hospitalité avaient de maintenant lieu dans des cafés et sur des bancs de place, avec des conversations et des sourires. Le code d'honneur était le respect mutuel qui fleurissait. L'automne suivant trouva Mathieu non plus appuyé contre le mur d'une belle demeure, mais marchant aux côtés de Caramel dans le parc, tous deux avec une lueur différente dans les yeux. Béatrice souvent les accompagnait. La boîte vide et l'écho mélancolique de la pièce solitaire n'étaient qu'un lointain souvenir. À leur place, il y avait le son des rires, des aboiements heureux de Caramel et le bruissement des feuilles sous leurs pieds, annonçant non pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle. La bonté, autrefois une flamme obstinément gardée, était maintenant un fleuve impétueux, qui suivait son cours, transformant le paysage aride de l'indifférence en un jardin de nouvelles possibilités. Et tout avait commencé avec le regard d'un chien et le courage d'un homme qui refusa de laisser l'espoir mourir. La lumière qu'ils trouvèrent l'un dans l'autre éclairait non seulement leur chemin, mais aussi ceux de tous ceux qui croisaient leur vie, prouvant que, parfois, les liens les plus forts se forgent dans les circonstances les plus inattendues, et que la véritable richesse réside dans la capacité d'aimer et d'être loyal, peu importe les détours que le destin prend.